Je suis dans ma chambre. Le bruit de l'ascenseur qui se met en marche me parvient. Il renacle à tous les paliers. Je compte machinalement. Comme d'habitude, il vibre au 6e, puis s'arrête au 7e. Mon étage. Les bruits de pas se font plus proches. Enfin, c'est peut-être lui ? Non, les pas marquent un temps d'arrêt puis s'éloignent. Le voisin du dessus sans doute. Il a dû se tromper d'étage. De nouveau, l'ascenseur se met en marche. Cette fois, il descend. Je regarde par la fenêtre. Les voitures sommeillent sur le parking. J'essaye de les reconnaître. Tiens, je n'ai jamais vu cette estafette. Il m'avait pourtant juré qu'il viendrait me prévenir. Je scrute l'horizon, c'est-à-dire le bout de la place, le boulevard, et de l'autre côté la masse sombre de l'école. Personne en vue. Mes parents discutent encore à voix basse dans la salle à manger. Un bruit de chasse d'eau, des tuyaux qui gémissent. La vieille dame d'à côté regarde encore sa télévision. Un coup d'œil par la fenêtre, personne. Si, une bande de 5 ou 6 jeunes traverse la place. Ils s'installent devant l'entrée. Je ne peux plus les voir, mais leurs rires me parviennent. Maman va se coucher après une halte dans la salle de bain. J'ai juste le temps de me glisser dans mon lit avant qu'elle n'entrebâille la porte. Tu dors ? Elle est partie. Je quitte silencieusement mon lit. Dehors, j'aperçois une ombre. C'est le voisin du 3e qui rentre de sa partie de pétanque quotidienne. C'est son heure. J'entends la vieille dame qui va se coucher. Lorsqu'elle ferme ses volets, la cloison qui sépare sa chambre de la mienne tremble légèrement. Cette fois, plus de bruit. La muraille s'est endormie. J'écoute le silence. Pourvu qu'il apporte une bonne nouvelle. Une clé qu'on glisse dans la serrure me tire enfin de ma torpeur. C'est lui, c'est mon grand frère qui rentre. La réunion est finie. Il ouvre doucement la porte de ma chambre. Alors, je suis suspendue à sa réponse. Le souffle coupé. La muraille va être détruite. Il faut déménager. Déménager ? Je ferme les yeux. Tout s'écroule autour de moi. Chaque corps a une mémoire, une histoire. Chaque lieu aussi. J'ai grandi à Saint-Étienne, mes parents également. Tous mes arrière-grands-parents, eux, ont connu l'Exode et sont arrivés ici. J'aime découvrir ma ville autrement, au travers d'un autre regard, à la fois plus grave et plus poétique, en dansant. Nous ne sommes jamais quelqu'un quelque part par hasard. Corps et lieux se rejoignent dans leurs fantômes. 270 mètres de long, 48 mètres de haut, composé de 450 logements habités par des milliers d'habitants. Ici, le quartier est hanté par le fantôme de la muraille de Chine. Comment faire quand les souvenirs sont trop douloureux à raconter ? Comment vivre l'émotion dans le moment présent ? Comment vivre quand on nous a démoli notre logement ? J'ai eu l'opportunité de danser dans un appartement vide, dans l'immeuble du square Renoir. Immeuble qui va être bientôt lui aussi démoli. En arrivant sur place, j'ai croisé l'ex-locataire de ce lieu. Je vais l'appeler Mina. Mina en est à son 4e déménagement dans le quartier. Un 4e déménagement forcé car son immeuble va être démoli. Ses enfants ont grandi ici. Elle s'est mariée à la muraille de Chine. Elle a trop de peine, elle ne veut pas témoigner. Elle pose sa main sur sa poitrine et me dit qu'elle veut garder ses souvenirs là. Alors pour moi, la muraille de Chine, c'est l'histoire de mon mari qui a grandi dans le quartier, qui nous a tellement parlé de ce quartier, de cette muraille le jour où elle est partie,
et ben, c'était pour eux une histoire. Et il nous a transmis cette histoire en parlant de ça. Il nous a montré la vidéo à moi et mes enfants après. Et peut-être chaque année, et lui, on fait ça. Il nous montre la vidéo. Il parle tout le temps de ce quartier. C'était sa fierté. Et je crois que mon mari est parti avec cette fierté. C'était la vidéo de la démolition Oui, de la muraille. oui. Il la montrait tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, pour lui, c'était un truc important de parler de ça. Derrière ça, il y a l'histoire de grandir dans le quartier, de voisinage, de l'échange entre les peuples, parce qu'il y avait une mixité. Et je crois que tous les habitants de ce quartier étaient fiers de cette muraille qui leur a donné la chance de se connaître, d'échanger des cultures et d'oublier un petit peu le pays d'origine. Ils ont fait une marque. Et il en parlait à ses enfants souvent alors. Souvent. Pour lui, c'était une fierté et c'était leur histoire. À l'époque, je suis arrivé dans le quartier, j'avais donc 30 ans, en 1989. Et j'en suis parti donc en 2023 donc, pour la retraite. Hein. Voilà, donc la muraille de Chine était pour moi donc on va dire un lieu de rendez-vous par rapport à mon travail, puisque donc tous les soirs j'apportais le courrier du centre de formation qui se trouvait donc à la Métard, au 61 boulevard Alexandre de Freycinet, qui s'appelait le CIPL, le Centre interprofessionnel de la Loire. Et là donc j'apportais le courrier, donc je devais être là-bas donc à la muraille de Chine, à la petite poste, à 17h30 précise. Voilà, donc bien entendu, donc difficulté d'y arriver, puisque donc il y avait pas mal de bouchons, etc. Voilà, donc j'apportais le courrier donc tous les jours là-bas, du lundi au vendredi. Alors bien entendu, donc cette muraille de Chine, donc j'ai vu pas mal de choses. Hein. À mon grand souvenir, donc il y avait donc une place extrêmement grande où il y avait donc le samedi aussi. Le marché, il me semble, le samedi. Et puis bien entendu, donc les vestiges qui puissent nous rappeler un petit peu de ce qu'il y avait autrefois, ce sont les bâtiments où il y a la pharmacie, le cabinet du docteur Girin, et puis donc il y avait aussi un cabinet d'un monsieur qui faisait donc la microkinésie, donc un kinésithérapeute. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, donc on ne reconnaît pratiquement plus rien. Donc la MJC donc existait aussi à cette époque-là. Les routes n'étaient pas du tout faites donc dans l'état où elles sont actuellement. Enfin bon, beaucoup de choses ont changé et c'est pas plus mal. Alors, quand je parle d'insécurité et de violence, c'est-à-dire que en ayant 6 ou 7 ans, je me rappelle, à 11 heures du soir, on avait une sorte d'alarme qui nous disait qu'il fallait descendre parce qu'il y avait des poubelles qui brûlaient ou qu'il y avait des choses qui se passaient, ou au contraire de ne pas sortir de chez nous parce qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas vraiment très agréables à l'extérieur et que voilà, il y a même eu des personnes qui ont perdu la vie suite à des bagarres. Donc tout ça, même si on n'était pas dans tout ça, mais on l'absorbait quand même. Parce qu'en général, quand on perdait une personne, parce qu'il y avait telle ou telle chose, c'était obligé qu'on l'absorbait avec notre jeune âge, parce que c'était certainement des gens qu'on connaissait, qu'on avait, même si on ne côtoyait pas, mais qu'on avait vu. Donc voilà. Donc quelque part, il y avait ce sentiment-là, malgré qu'il y avait le côté famille, mais famille avec cet entourage-là. Voilà. Déjà, c'était beaucoup mon enfance, mais des fois, je me dis que j'aurais peut-être vécu une enfance plus tranquille. Des fois, je me l'imagine, parce qu'avec tout ce qui nous tournait autour, on a tout entendu. J'avais même un ami qui s'était fait écraser par un ascenseur. Donc ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas oublié, quoi. Quand il y avait les carreaux avec plein de sang et que il s'était écrasé par l'ascenseur et qu'on avait mis des fleurs et que ça marque. Il y avait plein de petites choses comme ça qui nous marquaient, qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'ai pas oublié. C'est ça qui m'a marqué. Donc après, moi, personnellement, il y avait du bon, mais il y avait aussi, quand la nuit tombait, du mauvais. C'était un mal pour un bien. C'était un mal, mais pour un bien. Et je me disais que nos souvenirs sont partis, mais une certaine liberté commençait.
C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir un petit peu dispatché tout ça, c'était mieux. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui a remplacé cela, je me dis que c'était vraiment un mal pour un bien. Et tout à l'heure, en faisant ma petite danse, je suis allée trop loin et vite revenue en me disant qu'il fallait que j'avance. Et que j'en fasse le deuil réellement et de me dire que c'est fini tout cela. C'est vrai que c'était une enfance très agitée et très perturbée par tout ce qui se passait autour. Donc voilà. J'ai dansé devant ma fenêtre et quelque part, au jour d'aujourd'hui, à travers la danse, c'était avance. Avance et oublie. Voilà, donc quelque part, ça a laissé des traces. Voilà. Et comment tu te sens dans le quartier aujourd'hui? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'étais bien contente d'avoir accouché mes enfants dans le même endroit, en disant que voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un endroit qui avait beaucoup de bien, qui avait beaucoup de mal aussi. Donc j'ai même accouché mes enfants dans le même endroit. Et voilà, donc quelque part, cette construction de clinique, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous sert au jour d'aujourd'hui. Imaginez-vous que la muraille serait restée telle qu'elle. Je pense qu'on ne pourra même pas traverser le boulevard. Donc je pense que ça a été bien fait. Ça a été vraiment un mal pour un bien. Voilà. Toutes les fois où j'ai l'occasion de m'arrêter au square, je reconnais sans reconnaître, mais ça reste une histoire, mon intimité. Il y a vraiment une sensibilité à ces lieux qui est très forte. Et alors c'était drôle parce que je suis rentrée, puis alors c'est plus le même système, donc j'ai pas reconnu les portes d'entrée. Il y a plus ce banc, tu sais, des années 70 avec les gros cailloux là, tu sais, ces bancs en béton là, qui permettaient de se poser, de croiser des gens, de s'arrêter, de se parler, et puis on se posait quoi. Et j'ai même une photo de moi petite, hein, je dois avoir 4 ans, où je suis devant l'allée avec ma sœur qui a un an de plus que moi, et mon frère Bage qui est en arrière et qui est assis. Et c'est vraiment, j'ai une image vraiment années 70 à mort, habillé vraiment, c'est excellent. Mais souvent je rêve de ce lieu, et je rêve je rentre dans l'allée et souvent je vois les boîtes aux lettres c'était en bois avec un vernis marron et le nom de mon nom de famille, et c'est toujours des rêves qui sont en lien avec mon père. Donc c'est aussi le lieu de mon enfance, d'accord, mais c'est tous les liens avec mes parents. Ma mère est encore vivante, mais mon père est décédé. Et à chaque fois que je repense à mon père, où il y a un événement dans la journée ou quelque chose, c'est comme si je prenais le message. Je vais mieux. Je vais récupérer le courrier, quoi. Et je rêve aussi de l'appartement, des objets des années 70, très typiques, des chaussures. Dans mes rêves, souvent, je revois les chaussures argentées, talées, avec le talon carré des nu-pieds que ma mère avait, pour les fêtes. Donc, les lieux disparaissent, mais pas en nous, en fait. Et ça reste très présent, en tous les cas, pour moi, c'est très, très présent.
Je suis arrivée dans le quartier en 1969, puisqu'en 68, nous habitions Bellevue, donc j'ai eu un accouchement gémellaire. J'avais 3 autres enfants et le logement était trop petit. Et l'employeur donc s'est occupé, s'est intéressé à nous trouver un logement, donc ici à Montchauvet. C'était à la muraille de Chine, donc un D4. Il voulait là une dame qui vient avec 5 enfants, voilà. Donc. Mais mon mari étant très sévère, donc à 5 heures, quand il finissait de travailler, 5 heures et demie plus tard, il était à la maison. Donc c'était le couvre-feu après. Les enfants à la maison, tous, voilà. Et malheureusement, donc, nous avions des voisins qui étaient très bruyants. Et mon mari tapait toujours dans les plafonds, donc au sol, parce qu'il n'arrivait pas à se reposer, à dormir. Et dès que j'ai su qu'il y avait un T4 qui se libérait dans le petit immeuble qui était perpendiculaire à la muraille, qui était donc face à la muraille de Chine, donc j'ai dit à mon mari, mais il n'y avait pas d'ascenseur, j'ai dit à mon mari, si tu te sens de monter les 5 étages 2 ou 3 fois par jour, ça ne dit pas, donc je fais la demande d'une mutation pour prendre là, mais tu n'auras personne sur la tête. Il y avait les pharmaciens, il y avait des instituteurs, c'était des familles un peu plus préservées. Quand ils ont su qu'il y avait une famille qui venait de la muraille avec 5 enfants, donc ils se sont posés des questions en se disant, savoir, on va voir depuis, elle vient de la muraille, 5 petits, bon, il y a tous les petits de la muraille qui vont venir ici. Parce que comme j'ai vécu l'immigration, donc pour moi c'est vraiment mon souhait le plus important, de bien vivre ensemble. Ça fait 38 ans que je suis dans le quartier et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours et témoignages sur l'évolution du quartier. Il y a à peu près plus de 20 ans que j'ai fait ces tableaux-là qui relatent la muraille. Alors on voit la muraille en pré-démolition et puis la démolition de la muraille. Ça c'est moi aussi qui avais fait ce tableau avec des thèmes un petit peu ce que je ressentais quand j'ai commencé à travailler ici. Voilà, c'est tout des photos de la muraille. Et c'est vrai que les gens qui viennent en consultation souvent me demandent de photographier ces tableaux parce que pour eux ça représentait quand même beaucoup. Hein. Alors le plus important, c'est vrai que ça a été cette démolition de la muraille en 2000 où les gens se sont sentis un petit peu, pas expulsés, mais un peu déracinés de leur vie et un certain regret de ce qui pouvait se vivre à l'intérieur, malgré tout ce qui peut être effectivement négatif dans ce que j'ai relaté. Il y avait quand même un certain esprit de convivialité, d'entraide, que les gens n'ont pas toujours retrouvé là où ils sont partis. Ils n'ont pas trop voulu quitter le quartier, donc ils ont été dans différents établissements, et notamment une personne âgée française qui habitait la muraille, qui est partie sur la Métard, pas très loin, mais qui était très triste parce qu'elle se trouvait isolée, seule, et même plus un voisin pour venir lui dire bonjour ou lui demander est-ce que vous avez besoin de pain aujourd'hui, chose qu'elle avait dans la muraille. Et ça, c'est des points importants qui étaient durs pour ces gens qui ont quitté cette muraille, qui n'était pas forcément, il n'y avait pas que du positif, mais il y avait quand même une certaine entraide qui existait et qu'on ne voyait peut-être pas suffisamment. On voyait que les côtés négatifs de ce bâtiment. Et c'est vrai que les gens regrettent un petit peu de pouvoir partir. Après les différentes démolitions, que ce soit sur la rue Pierre-Loti, le boulevard de la Palle ou le square maintenant, c'est un petit peu les mêmes ressentis, même s'il y a des gens qui sont contents aussi de pouvoir partir et aller dans un mieux au niveau logement, ce qui est concevable également.
Mais tout n'était pas négatif. Voilà, je crois que c'était important de relater ça. Que je travaille avec beaucoup de plaisir, que je continue de travailler avec plaisir malgré les années, et que ce sera une dure étape d'arrêter, mais bon, il faut aussi arrêter, c'est normal, mais ce ne sera pas simple à négocier, vu l'investissement que j'ai eu dans ce quartier, quoi. Grâce aussi à ma famille qui m'ont permis cet investissement aussi. C'est sûr. Parce que les journées sont un peu à rallonge et il faut que ce soit accepté au niveau familial. Voilà, donc c'est une chance de pouvoir le vivre grâce à tous, quoi. Et le quartier avait déjà été était dans un processus de déstructuration et de reconstruction. On ne parlait que de la destruction de la muraille à cette époque. Il y avait énormément de controverses dans la presse, partout. Chez les enfants, moins je trouve, mais chez les adultes, oui, bien sûr. On en parlait beaucoup. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être un moyen de garder un souvenir de cet ensemble qui avait quand même marqué le quartier. Que suis-je pour ces enfants, sinon une comète fugitive dans le ciel de leur vie? Les éclairais-je suffisamment de ma pâle lumière? Si j'ai pu, au moins pour quelque temps, être pour eux un heureux présage, celui d'un monde où chaque esprit, chaque conscience, quel qu'il soit, puisse revendiquer le droit de briller. Si j'ai pu, pour quelques instants, les guider sur les sentiers de la connaissance, les initier au maniement de cette boussole qui guide les petits hommes dans les dédales du savoir.